Bonjour, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous avons discuté le modèle de Michael Porter, rappelez-vous, par rapport à l'analyse du micro-environnement. Donc, ce modèle fait référence au paradigme SCP, structure, comportement et performance, emprunté de l'économie industrielle et qui stipule que la performance de l'entreprise est tributaire des caractéristiques structurelles de son marché. Donc, à partir de ce modèle, nous avons vu l'importance d'analyser les 5 dimensions fondamentales, notamment l'intensité concurrentielle, la rivalité sur le secteur, le pouvoir de négociation à la fois des acheteurs et des fournisseurs, en amont et en aval, la menace d'avoir des entrants potentiels et la menace d'avoir des substituts. Nous avons dit que récemment, sur la base de ces travaux de Michael Porter, d'autres praticiens, d'autres auteurs ont interpellé une 6e dimension qui renvoie à la régulation ou l'influence des pouvoirs publics. Et à partir de là, nous avons élargi le modèle de Michael Porter à 6 dimensions en mettant en relief l'importance de la régulation du secteur à travers l'intervention de l'État ou des pouvoirs publics. Et à partir de là, je vous ai expliqué que sur la base de l'évaluation de l'influence de 5 ou 6 dimensions de Michael Porter, on peut donc réfléchir sur les facteurs clés de succès qui sont propres à chaque secteur. Donc, à l'aide de cela, vous serez en mesure de dégager ce qu'on appelle les facteurs clés de succès d'un secteur. Et chaque facteur clé de succès sera considéré comme un paramètre qui pourra générer un avantage concurrentiel. Et donc, l'objectif, c'est que idéalement, l'entreprise devra exploiter ces facteurs clés de succès pour les transformer en un avantage concurrentiel. Et à partir de là, les facteurs clés de succès qui sont liés à un secteur génèrent ou constituent des sources d'avantages concurrentiels. Et je vous ai expliqué quelques exemples des facteurs clés de succès qui peuvent être liés au capital humain, au marketing, à la production, à la finance, etc. Et on avait terminé par une illustration. Donc, c'est une illustration qui va vous permettre de mieux comprendre les 6 dimensions du modèle Michael Porter et qui sont spécifiques à un secteur donné. Et là, je vous ai déjà mis sur la plateforme ENT l'analyse propre au secteur de la bande dessinée. Donc, avant d'avancer sur les modèles d'analyse de portefeuille et d'activité, je reviendrai donc sur le chat pour avoir un peu éventuellement si vous avez des questions ou des remarques avant de pouvoir avancer. Donc, très bien, tout est clair, il n'y a pas de questions. Donc, j'avance sur la suite. Donc, aujourd'hui, nous allons s'attarder sur les modèles d'analyse de portefeuille d'activité à travers les 3 matrices principales, la BCG, l'ADL et McKinsey. L'objectif, c'est d'aider les entreprises qui sont dans la diversification, qui ont plusieurs domaines d'activité stratégiques, de mesurer donc quelle est la rentabilité, la profitabilité ou l'intérêt d'investir ou de ne pas ou d'abandonner un domaine d'activité stratégique. Et donc, à travers ces matrices, nous allons pouvoir hiérarchiser et classer les domaines d'activité stratégique selon leur importance en termes de profitabilité et en termes des capitaux nécessaires pour leur développement. Donc, commençons par la première matrice, la matrice BCG du cabinet Boston Consulting Group. C'est l'un des cabinets les plus célèbres en matière de conseil en management stratégique qui nous a fourni cette première matrice et qui a pour but de positionner les domaines d'activité stratégique en fonction de leur situation au regard à 2 dimensions. Donc, on va prendre en considération la part de marché relative, ce qu'on appelle la force compétitive et la position concurrentielle. Donc, cette part de marché relative renseigne sur la position concurrentielle de chaque domaine d'activité stratégique de l'entreprise et donc elle permet de dégager la position de chaque domaine en termes de leadership. Et à partir de là, on devrait
s'interroger sur la position de l'entreprise par rapport à ses concurrents sur l'un des domaines stratégiques qu'elle détient. Deuxième dimension, c'est le taux de croissance du marché et qui renvoie à l'attractivité du marché. Donc, le taux de croissance du marché est considéré comme un indicateur de son attrait, dans la mesure où il permet d'identifier le degré d'attractivité d'un domaine d'activité stratégique en fonction du portefeuille d'activités que l'entreprise gère. Plus il est important, plus le marché est jugé donc porteur et par conséquent, il est intéressant de s'y investir pour pouvoir tirer profit des cash flows qui peuvent être générés par l'activité en question. Et donc, le modèle d'analyse renseigne également sur les besoins de liquidité que chaque domaine d'activité stratégique va nécessiter. Et donc là aussi, on va voir le besoin de financement, de liquidité propre à chaque domaine d'activité et sur lequel l'entreprise doit prévoir aussi les capitaux ou les financements nécessaires pour maintenir son fonctionnement. Donc, première variable, c'est l'attrait, ce qu'on appelle la variable d'attrait dans le modèle BCG, qui est mesurée ou évaluée par le taux de croissance de la demande sur le segment. Généralement, on utilise le chiffre d'affaires. Donc, ce taux mesure le rythme auquel évolue la demande adressée aux entreprises. Donc, il s'agit d'un taux moyen de croissance qui retrace l'évolution structurelle de la demande. Et donc là, comme vous voyez sur l'écran, un taux de croissance, c'est la différence entre la valeur finale et la valeur initiale, par exemple sur un exercice donné, rapporté à la valeur initiale fois 100. Et souvent dans l'analyse stratégique, on considère le chiffre d'affaires comme l'indicateur clé de l'attractivité du secteur et qui renvoie aussi au potentiel de la demande. Plus le chiffre d'affaires augmente, plus la demande augmente et par conséquent, le secteur est considéré comme porteur et qui va intéresser l'entreprise en termes d'investissement. Deuxième variable, c'est la force compétitive, ce qu'on appelle la position concurrentielle, qui est évaluée par la part de marché relative de l'entreprise sur chaque segment d'activité, chaque domaine d'activité stratégique. La part de marché relative est le rapport entre la part de marché de l'entreprise et celle de son principal du principal concurrent par rapport au chiffre d'affaires du secteur. Donc, c'est la part de marché à la fois du principal concurrent et celle de l'entreprise. Donc, le rapport permet de dégager, par abstraction au chiffre d'affaires du secteur, on obtient part de marché relatif est égal le chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires du principal concurrent ou principaux concurrents, quand ils sont pluriels, parce que ça dépend effectivement des caractéristiques structurelles du marché, du secteur. On parle même d'industrie au sens de Michael Porter. Et à partir de là, donc, la part de marché mesure la taille relative de l'entreprise par rapport à son principal ou ses principaux concurrents. Et qui va mesurer donc ce qu'on appelle la force compétitive ou la position concurrentielle. À partir de là, donc, on trace la matrice BCG, comme vous voyez, donc, sur l'axe de l'abscisse et des ordonnées, nous avons à la fois le taux de croissance du domaine d'activité stratégique qui mesure l'attractivité ou l'attrait d'un domaine, d'un secteur, et la part de marché relative dans le domaine. Et à partir de là, on distingue une cartographie à 4 dimensions. Donc là, c'est en fonction de l'importance du taux de croissance, faible ou fort, et là, de l'importance de part de marché forte ou faible. Et là, vous avez donc 4 possibilités en fonction des domaines d'activité stratégique. Les vaches à lait, les vaches à lait qu'on voit sur l'écran, ce sont des domaines d'activité stratégique où l'entreprise détient une forte part de marché, mais qui affiche un taux de croissance faible. Et donc, ces domaines d'activité contribuent peu à la croissance, mais fournissent des liquidités. Donc, ils contribuent peu à la croissance parce qu'ils ont
un taux très faible, une croissance réduite, mais ils fournissent des liquidités puisque l'entreprise détient des parts de marché importantes. Donc, par conséquent, généralement, les besoins de financement sont limités et en revanche, la position de leader fait de ces activités des sources de dégagement important de liquidités. Donc, étant donné que l'entreprise est leader sur ces domaines d'activité stratégique, donc elle dégage d'importantes liquidités. Deuxième catégorie de domaines d'activité stratégique, ce qu'on appelle les points morts. Donc, ce sont des domaines d'activité stratégique qui ne contribuent pas ni à la croissance ni au profit, parce que l'entreprise réalise un taux de croissance relativement faible sur ces domaines et elle détient des parts de marché faibles. Et donc, généralement, sur ces domaines d'activité stratégique, il faut se désinvestir ou parfois même abandonner ces domaines d'activité stratégique parce qu'ils sont considérés comme des points morts et par conséquent, ils ne sont pas intéressants parce qu'ils ne contribuent ni à la croissance ni à la profitabilité de l'entreprise. Troisième dimension, c'est ce qu'on appelle les dilemmes. Donc, ils contribuent à la croissance dans la mesure où l'entreprise enregistre un taux de croissance relativement fort sur ces domaines d'activité stratégique, mais elle détient, bien entendu, des parts de marché relativement faibles. Et par conséquent, ces domaines d'activité stratégique contribuent à la croissance, mais elles réclament des liquidités. Donc, ce sont des domaines d'activité à forte taux de croissance, mais pour lesquels l'entreprise n'a pas encore su acquérir des positions concurrentielles dominantes. Donc, ces domaines d'activité stratégique sont demandeurs de ressources financières pour assurer leur développement. Ils contribuent à la croissance de l'entreprise et nécessitent donc des liquidités importantes. Le terme de dilemme fait référence au choix stratégique qui s'impose à l'entreprise. Donc, soit investir pour que le domaine d'activité stratégique devienne une vedette, c'est-à-dire qu'il tire des liquidités, soit désinvestir. Et enfin, donc, on revient aux vedettes, les stars en anglais. Donc, ces vedettes constituent des domaines créant des ressources financières importantes. Comme vous voyez sur l'écran, l'entreprise détient des parts de marché importantes, donc elle a le leadership, elle a une position concurrentielle de leader généralement, et ces domaines d'activité stratégique enregistrent des taux de croissance très importants. Et donc, ce sont des domaines d'activité stratégique porteurs pour l'entreprise parce qu'ils contribuent à la croissance et s'autofinancent. Donc, ils n'ont pas à épuiser donc les ressources financières de l'entreprise. Donc, ces vedettes s'équilibrent ou sont excédentaires généralement en liquidité, constituent la partie la plus dynamique du portefeuille d'activité. Parce que les vedettes se situent en phase de croissance et sont appelées à devenir des vaches à lait à terme, parce qu'elles contribuent à la croissance et ils arrivent aussi à obtenir leur autofinancement. La matrice donc BCG, vous pouvez la trouver selon une autre façon. Rappelez-vous, ici, on a vu la part de marché la plus importante à la plus faible, taux de croissance le plus faible au plus important. Donc, vous pouvez avoir une autre représentation que vous pouvez voir dans d'autres ouvrages, si vous lisez au fur et à mesure entre cours, où donc la part de marché sera donc représentée de la plus importante de la plus faible à la plus importante. Donc là, de 0 jusqu'à plus l'infini. Et donc là, 0 plus l'infini. Là, ici, on a fait l'inverse. Plus l'infini jusqu'à 0 et 0 jusqu'à plus l'infini. Donc là, c'est une autre représentation, mais qui renvoie à la même interprétation. Donc, quand vous voyez cette configuration ou celle-là, c'est pareil, parce qu'il s'agit des mêmes variables et des mêmes contenus. Donc, les vaches à lait sont, comme je vous ai expliqué, des domaines d'activité stratégique où la croissance est réduite, les besoins de financement sont donc limités. En revanche, la position de leadership de l'entreprise sur ces activités permet de générer donc d'importantes liquidités. Les vedettes, donc, ce sont les domaines d'activité stratégique où l'entreprise a un fort taux de croissance, une forte part de marché,
constituent des domaines créant des ressources financières importantes et qui permettent de financer les besoins engendrés par la croissance du marché. Donc, généralement, ce sont des domaines d'activités stratégiques qui contribuent à la croissance de l'entreprise et qui arrivent à s'autofinancer. Et à partir de là, ils constituent la partie la plus dynamique du portefeuille d'activité et que l'entreprise doit garder parce que souvent, les vedettes se transforment en vaches à lait parce qu'ils génèrent à terme d'importantes liquidités. Les points morts, ce sont donc les domaines d'activité stratégique où l'entreprise réalise un taux de croissance faible et détient une part de marché faible. Donc, ce sont des domaines qui ne contribuent ni à la croissance, ni au profit, donc à la profitabilité de l'entreprise. Et par conséquent, généralement, ce sont les domaines où l'entreprise doit se désinvestir ou même parfois les abandonner. Donc, ce sont des domaines d'activité stratégique vieillis pour lesquels l'entreprise n'a pas su s'imposer en termes de part de marché. Ils se caractérisent par une double absence de besoin et de dégagement de liquidité. Il importe à l'entreprise ni la croissance ni la marge bénéficiaire. Et les dilemmes, donc, ce sont des domaines à fort taux de croissance, mais pour lesquels l'entreprise n'a pas une part de marché importante parce qu'elle n'a pas encore su acquérir des positions concurrentielles dominantes. Ces domaines d'activité stratégique sont demandeurs de ressources financières pour assurer leur développement. Et le terme de dilemme fait référence au choix stratégique que s'impose à l'entreprise. Donc, il y a un dilemme, soit investir pour que le domaine d'activité stratégique devienne une vedette, donc essayer un peu de travailler la position de l'entreprise pour augmenter sa part de marché, soit tout simplement désinvestir lorsque il y a une saturation de demande et par conséquent, ou bien des barrières à la mobilité, par exemple, et qui fait que l'entreprise ne pourra pas à terme accroître sa part de marché. Et à partir de là, il s'agit de se désinvestir. Si l'entreprise refuse de choisir, les dilemmes sont appelés à devenir des points morts. Donc, à terme, si l'entreprise ne va pas exercer donc par anticipation des actions qui permettent d'améliorer sa position, ils peuvent se transformer en dilemme, en point mort et par conséquent, il s'agit de les abandonner. D'où l'importance de la matrice BCG qui permet de caractériser les domaines d'activité stratégique en fonction de leur attrait et en fonction de la force compétitive que l'entreprise détient. Et donc là, vous avez l'attrait en termes de taux de croissance et la force compétitive, c'est par rapport à la part de marché. Et à partir de là, on aura une cartographie, une représentation des différents domaines en fonction de leur contribution à la croissance et à la profitabilité de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire au potentiel qu'ils dégagent en termes de cash flow, des flux de trésorerie nets, que vous avez étudié par ailleurs en gestion financière. Voilà donc des exemples donc de portefeuille d'activité d'entreprise. Donc là, pour le premier, on parle d'un portefeuille obèse et déséquilibré, donc une forte concentration des domaines d'activité ici dans la vache à lait par rapport aux autres. Et donc là, la dimension du cercle, juste pour avoir une idée, la dimension du cercle renvoie à l'importance ou au poids que représente le domaine d'activité par rapport au chiffre d'affaires. Donc là, lorsque vous avez un petit cercle, cela signifie que la contribution de ce domaine d'activité au chiffre d'affaires est relativement faible. Lorsque vous avez un cercle relativement grand, cela signifie que le domaine contribue significativement à la formation de chiffre d'affaires. Donc là, nous avons un portefeuille obèse, donc vraiment une forte concentration, un déséquilibre des domaines d'activité dans la vache à lait, qui génère donc des liquidités, mais qui contribue très peu à la croissance de l'entreprise. Donc là aussi, vous avez un portefeuille anémique, parce qu'il y a une forte concentration des domaines où l'entreprise n'a pas de part de marché importante et donc il ne contribue pas significativement à la profitabilité, donc il ne génère pas suffisamment de cash flow, des flux de trésorerie. C'est pour cela qu'on fait allusion à l'anémie. Donc il y a une pauvreté en termes de cash flow généré et par conséquent le portefeuille est déséquilibré. Donc idéalement, l'entreprise doit avoir un portefeuille d'activité équilibré. Et voilà, vous avez plusieurs domaines diversifiés. Donc la diversification a deux doubles rôles, diversifier les activités pour diversifier les sources
de rentabilité, de cash flow, des flux de trésorerie générés par les activités et la diversification des risques, de manière à compenser les différentes pertes réalisées sur certains domaines par les gains ou la rentabilité dégagée par les autres domaines d'activité. Et donc là, vous voyez sur l'écran un exemple de portefeuille donc équilibré. Voici donc un exemple concret. Donc nous avons une entreprise avec 5 domaines d'activité stratégique. On peut même l'appliquer aux produits. C'est pour cela que ces matrices, vous allez les retrouver même en marketing stratégique. Donc nous avons, comme vous voyez, 5 domaines d'activité. La rentabilité, la profitabilité réalisée en valeur absolue, en valeur relative, en pourcentage. Donc 23% est calculé comment? 40 000 divisé sur le total. Et vous aurez 23%. 60 000 divisé sur le total, 35%. 40 000 divisé sur le total, 23%. 20 000 sur le total, 12%. Et 10 000 sur le total des rendements, 7%. Vous avez aussi donc le profit réalisé. La même chose en valeur absolue, en valeur relative, en pourcentage. 20 000 sur le total, c'est 23%. Vous avez les parts de marché relatives, chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires du principal concurrent, voilà, en pourcentage. Et vous avez le taux de croissance de chaque domaine d'activité stratégique, donc en pourcentage. Donc là, on vous demande d'établir la matrice de BCG. Donc, on doit établir donc, une cartographie où il y a donc le taux de croissance du marché, donc moins 15%, moins 10%, moins 5%, 0, 5, 10 et 15%. Et nous avons donc la part de marché relative, de la plus importante à la plus faible. Donc vous avez 100%, 50%, donc 100%, 25%, 50%, moins, non, 60, donc 100%, 75%, 50%, 25% et 0%. Et donc là, on trace chaque domaine en fonction des données. Donc nous avons pour le domaine 1, rendement. Nous avons la part de marché de 40%, taux de croissance de 5%. Donc là, 40% part de marché, taux de croissance 5%. Et la dimension du cercle représente le poids au chiffre d'affaires. Donc là, nous avons une contribution de 23%. Et là, donc, on trace un diagramme en fonction donc du périmètre de l'activité en question. Je reviens à l'activité B. Vous avez 70 à 10%. Donc là, l'activité B, 70. Donc là, nous avons 75, donc 70 par rapport à 10% du chiffre d'affaires avec un cercle ayant une dimension de 35%. C'est un peu des mathématiques par rapport au degré que vous devez avoir ou à la dimension du cercle. Et ce sont des évaluations approximatives. La même chose pour la valeur C, vous avez 5%, 5%. Donc là, ici, 5% de part de marché, 5% taux de croissance. Pour D, 60 moins 5%. Donc voilà, 60% de part de marché par rapport à moins 5%. Et en dernier lieu, E, vous avez 10%, moins 10%. Donc voilà, 10% en termes de part de marché et moins 10% par rapport au taux de décroissance. La part est de 7%, c'est une faible part, 12%, 23% et 35%. Donc là, on fait des cercles relativement approximatifs qui renvoient à l'importance ou la contribution de chaque cercle par rapport à la profitabilité en général. Ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être le profit, etc. Et donc là, une fois nous avons placé les 5 domaines, on arrive à interpréter. Donc là, nous avons une vache à lait. Donc ce sont des domaines qui ne contribuent pas à la croissance, mais sur lesquels l'entreprise détient une part de marché importante. Et donc là, il génère des liquidités. Ici, vous avez les stars sur lesquelles l'entreprise détient une part de marché importante et contribue significativement à la croissance. Et donc, et ils s'autofinancent, donc ils n'ont pas
il n'épuise pas les ressources financières de l'entreprise. Là, vous avez les dilemmes. Ce sont voilà, des domaines d'activité stratégique qui contribuent à la croissance, mais sur lesquels l'entreprise n'a pas suffisamment de part de marché. Et donc là, ce sont des domaines qui soulèvent des dilemmes. C'est entre le fait d'investir pour pouvoir les transformer de dilemmes vers les vedettes en améliorant la position concurrentielle de l'entreprise ou tout simplement désinvestir. Et donc là, ce sont les points morts qui ne contribuent ni à la croissance, ni bien entendu à la position concurrentielle de l'entreprise. Et par conséquent, généralement, les points morts poussent les entreprises à se désinvestir sur ces domaines d'activité stratégique et parfois même, on pourra même les abandonner. Je reviens si vous avez des questions. Donc, il n'y a pas de questions pour le moment et je continue. Donc voilà, les vedettes se caractérisent par une rentabilité d'exploitation supérieure à zéro, investissement important, forte consommation et génération de liquidités. Quelles sont les recommandations qu'on peut suggérer à l'entreprise sur ces domaines d'activité stratégique? Concentrer les ressources sur ces domaines où ce sont produits prometteurs parce qu'ils génèrent de la liquidité, ils contribuent significativement à la profitabilité, prendre la tête depuis le temps en réinvestissant massivement. Donc là, ce sont des domaines porteurs et par conséquent, l'investissement est important. Et il sera aussi intéressant parce que l'entreprise va générer donc les cash flows et le retour sur investissement. Éviter de mal exploiter la percée par des investissements sans rapport avec la croissance. Donc là, il faut faire attention. L'ensemble des programmes ou les projets d'investissement doivent contribuer significativement à la croissance de l'entreprise. Le cas échéant, ils seront donc abandonnés. Les vaches à lait, c'est la rentabilité toujours positive, généralement. Investissement modéré, forte génération de liquidité. Donc là, l'entreprise va maintenir sa position, doit maintenir sa position, parce qu'elle est leader sur ce domaine, dégage des cash flows à réinvestir par ailleurs. Donc, c'est une vache à lait qui génère de liquidités qu'on peut réinvestir dans d'autres domaines. Apprécier le moment où il est judicieux de décrocher. Donc, là, c'est en fonction de son environnement, des fluctuations de l'environnement. Éviter des investissements trop importants et éviter d'handicaper la rentabilité par un marketing coûteux. Parfois, on peut investir sans un retour important. Donc là, la stratégie marketing et le positionnement de l'entreprise sur ce domaine, même sur ces produits, doit se faire avec précaution. Les dilemmes, là voilà, donc ce sont les domaines d'activité qui contribuent à la croissance, mais sur lesquels l'entreprise n'a pas vraiment une position de leadership. Et par conséquent, il s'agit soit d'investir massivement pour accéder à une forte part de marché, donc là, transformer les dilemmes en vedettes, soit décrocher rapidement, ce qui est aisé car il y a des acquéreurs sur le marché qui peuvent s'intéresser par les domaines, et éviter d'investir d'une manière insuffisante. Donc là, l'investissement doit se faire selon une démarche rigoureuse pour pouvoir transformer les dilemmes en vedettes. Et enfin, les points morts, voilà, ce sont les domaines d'activité stratégique où l'entreprise n'a pas de part de marché et contribue très peu à la croissance. Donc, il ne contribue ni à la croissance ni à la profitabilité. Comme recommandation, il s'agit d'arrêter l'exploitation ou céder à un acquéreur mieux placé, reconvertir les moyens vers d'autres activités et éviter d'y consacrer des ressources rares qui seraient plus utiles par ailleurs. Donc là, voilà, c'est un exemple juste pour vous montrer l'utilité de la matrice en fonction des domaines déterminés. On peut donc fixer les priorités stratégiques que l'entreprise en diversification va décider par rapport à l'ensemble des domaines d'activité stratégique qu'elle détient. L'avantage de la matrice BCG, c'est que elle représente une excellente intégration des aspects stratégiques parce qu'on a à la fois la dimension croissance, mesurée par le taux de croissance qui renvoie à l'attrait du secteur, du domaine d'activité stratégique, l'investissement, le désinvestissement en fonction et financier
à travers les besoins de liquidité associés à chaque domaine d'activité stratégique. Donc là, nous avons une excellente intégration des différents éléments stratégiques, croissance, investissement, désinvestissement, mais également financiers à travers les besoins de liquidité et de financement, soit par le haut ou le bas de bilan. Le caractère visuel et synthétique qui permet de représenter simultanément de très nombreuses activités d'un portefeuille d'entreprises diversifiées et le caractère pédagogique simple qui donne aux dirigeants une grille d'analyse compréhensive de ces choix majeurs en tenant compte de la position des différents domaines d'activité stratégique sur la cartographie ou la matrice. Les inconvénients de la matrice, c'est que les manipulations que la matrice permet, notamment en changeant le marché de référence, ce qui a pour effet de modifier la part de marché relative et donc la position dans la matrice. Donc là, on peut parfois manipuler ces éléments et ce qui fausse la prise de décision. La réduction abusive des questions stratégiques des entreprises à deux dimensions et qui sont mesurées par des indicateurs strictement quantitatifs. Donc, il y a d'autres variables qualitatives à prendre en considération et qui renvoient effectivement aux caractéristiques structurelles du marché et leur influence. L'utilisation comme outil de légitimation a posteriori de décisions déjà prises. Donc là, parfois, on peut l'utiliser juste pour légitimer une décision déjà prise et par conséquent, on peut manipuler les actionnaires par rapport aux choix stratégiques à adopter par rapport à chaque domaine d'activité stratégique. Et dernière critique aux limites, c'est la référence exclusive au marché où le phénomène d'expérience est vérifié et l'ignorance des situations où la concurrence ne se fait pas par les coûts, mais par la qualité, le service et l'innovation technologique. Comme vous voyez, nous avons pris principalement des indicateurs structurellement quantitatifs et on a pris en considération que la compétitivité de l'entreprise est basée surtout sur les prix, notamment à travers la réduction ou la maîtrise des coûts, alors que dans d'autres secteurs, dans d'autres marchés, la concurrence peut se jouer par des dimensions qualitatives, comme l'innovation, comme la qualité de service, la prestation, la relation avec les clients, ce qui limite l'utilisation de cette matrice parce qu'il se base sur des indicateurs exclusivement quantitatifs, alors qu'il y a d'autres variables qualitatives à prendre en considération. Là, je vous ai mis aussi une illustration, juste pour voir un peu l'utilité de cette matrice à travers l'analyse du cas Apple. Donc, je vais vous montrer brièvement le contenu pour passer aux autres matrices. Donc là, nous avons, considérant le groupe Apple de façon simplifiée. Donc là, je dois arrêter le partage et partager donc l'étude de cas qui illustre bien entendu. Voilà, comme vous voyez sur l'écran, je pense que le cas est visible. Voilà, considérons le groupe Apple de façon simplifiée, attribuons-lui 5 domaines d'activité stratégique. Chacun de ces domaines peut être représenté dans la matrice par des cercles de taille correspondant au chiffre d'affaires annuel réalisé au sein du groupe. Donc, nous avons 5 domaines d'activité stratégique. Les produits de téléphonie, qui représentent la plus grande part du chiffre d'affaires annuel, avec environ 50% de chiffre d'affaires réalisé par sa gamme d'iPhone. Le DAS support de musique, qui représente 25% du chiffre d'affaires avec iTunes et récemment Apple Music. Et le DAS ordinateur réalise 10% de chiffre d'affaires annuel avec les MacBooks. Et les domaines périphériques, le domaine d'activité stratégique périphérique, qui représente 5% de chiffre d'affaires annuel avec notamment l'iCloud ou l'iPad. Quant au domaine des autres activités, dans Apple TV, il compte environ 10% de chiffre d'affaires. Et donc là, on vous donne les caractéristiques, comme vous voyez, pour pouvoir établir votre matrice. Donc, avec un taux de croissance du marché élevé et une part de marché relative également élevée, le domaine d'activité stratégique produit de téléphonie, notamment iPhone,
peut être classé dans la catégorie vedette, sur lequel l'entreprise détient un taux de croissance relativement élevé et une part de marché importante. Et donc là, il s'agit d'une position de leadership. Apple reste en effet le second fournisseur de smartphones mondial, 12%, derrière Samsung, 25%, et devant LG, Huawei ou Lenovo, qui tournent chacun autour de 5% de part de marché. Pour le domaine support, donc là, il s'agit d'un domaine d'activité stratégique vedette. Le domaine d'activité stratégique vache à lait est représenté par les supports de musique, iPod, iPod Touch, etc., qui peut être classé dans cette catégorie. Apple étant leader incontesté du marché, on peut néanmoins observer une érosion du marché, notamment suite à la migration des consommateurs vers les smartphones, intégrant les fonctionnalités de iPod ou au développement des abonnements en streaming tels que Spotify ou Deezer. Apple a d'ailleurs décidé de se lancer dans ce secteur en créant Apple Music. Donc là, il s'agit d'un domaine qui ne contribue pas significativement à la croissance de l'entreprise, mais qui dégage de la liquidité et qui constitue donc un domaine de vache à lait. Le DAS ordinateur, notamment le MacBook, pourrait appartenir à la catégorie poids mort, avec un taux de croissance faible. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à opter pour un support mobile, ainsi qu'une part de marché limitée, en comparaison avec les autres ordinateurs, les nouveaux HP, Dell, Acer ou Asus. Le domaine périphérique, iPad, se situe dans les catégories dilemme et vedette. Le marché de la tablette atteignant une certaine maturité, la part de marché d'Apple est stabilisée, tout comme celle des concurrents. Apple devrait donc continuer à investir pour rester à la pointe technologiquement et augmenter sa part de marché. Donc là, il s'agit d'un domaine qui est à la frontière entre les dilemmes et la vedette. Parce que d'une part, la part de marché est stabilisée et elle contribue à la croissance d'une manière relativement importante. Et enfin, les autres domaines d'activité, les autres activités, telles que Apple TV, peuvent être classées dans la catégorie dilemme, car le taux de croissance du secteur est élevé, mais la part de marché est faible. D'après le cabinet Display Search, Samsung est leader mondial des fabricants de téléviseurs avec plus de 20% de part de marché, contre le numéro 2, LG, qui détient plus de 15% du marché. Donc Apple TV est directement en concurrence avec leur Smart TV. Donc voilà une idée sur quelques domaines d'activité stratégique propres à l'entreprise Apple et qui permet de classer, de hiérarchiser les domaines d'activité stratégique en fonction de leur taux de croissance qui renvoie à leur attrait, à leur attractivité et en fonction des parts de marché détenues par l'entreprise sur ces domaines. Et à partir de là, on distingue les vaches à lait, des vedettes, des dilemmes et des points morts. Et à partir de là, l'entreprise va décider en fonction de sa position sur certains domaines d'activité stratégique. Donc là, c'était une illustration pour vous montrer l'utilité de la matrice BCG par rapport au choix stratégique que l'entreprise peut décider en fonction, bien entendu, de ses activités. Donc là, je vais partager le cours pour vous présenter la suite. Donc là, nous avons vu BCG, Boston Consulting Group. Donc, on passe à la deuxième matrice, matrice McKinsey. Donc, les trois matrices ont le même principe, c'est l'analyse du portefeuille d'activités dans le cadre des entreprises diversifiées. Et l'objectif, effectivement, est de mesurer l'importance des domaines d'activité stratégique en fonction de certains critères. On a vu avec le BCG, on a pris deux dimensions, taux de croissance du domaine et la part de marché relative, ce qu'on appelle la force compétitive. Donc, dans cette matrice, McKinsey, on substitue au taux de croissance et aux parts de marché relatives des indicateurs plus qualitatifs, notamment l'attrait du marché et les atouts de l'organisation. Cette matrice offre la possibilité de ne plus se cantonner à des indicateurs de marché en prenant en considération les capacités de l'organisation et l'environnement, les ressources, les compétences, les opportunités, les menaces et les caractéristiques qualitatives de l'entreprise et de son environnement.
La dimension subjective de l'analyse implique un risque que les managers doivent s'efforcer de réduire en faisant preuve le plus souvent d'objectivité dans l'élaboration. Pour cela, on utilise ce qu'on appelle le scoring, une notation. C'est une notation qui se base sur plusieurs critères. Donc, pour l'attrait du marché, donc on va prendre le scoring des données externes. Donc, c'est la notation des données du marché et qui prend en compte plusieurs paramètres. La taille, la croissance, la rentabilité, les barrières à l'entrée, l'intensité de la concurrence, le degré de développement technologique, etc. Donc, toutes les données externes qui émanent de l'environnement vont être agrégées. Donc, on parle d'agrégation des données externes à travers les méthodes de scoring, la méthode de notation. Deuxième indicateur qualitatif, donc on n'est pas dans le quanti, ce sont des indicateurs qualitatifs, c'est ce qu'on appelle les atouts de l'entreprise, ou la position concurrentielle, ou même la force compétitive, qui sera mesurée par un scoring des données internes, qui renvoie aux capacités de l'organisation. Donc la position concurrentielle dépend de la part de marché de l'entreprise, de l'évolution de cette part de marché, la qualité des produits vendus, la fidélité des clients, la structure des coûts, etc. Donc là, on renvoie à des données internes, souvent des données internes qui sont spécifiques, propres à l'entreprise et qui renvoient à ses atouts. À partir de là, donc, on peut bien entendu élaborer la matrice de McKinsey. Donc là, nous avons la même chose, la force compétitive, à travers les données internes et les attraits du marché à travers les données externes. Et là, en fonction de la notation, donc nous avons des scores, on parle des scoring, nous avons un score, on peut faire des échelles de mesure, 1 jusqu'à 5, et pour chaque variable, on va faire une notation, 1, 2, 3, 4, 5, et à partir de là, on obtient des scores. Si les scores sont faibles, moyens ou élevés, donc on aura 3 catégories par rapport à la force compétitive, et les scores concernant l'attrait, est-ce qu'ils seront faibles, moyens ou élevés. Et à partir de là, on va classer, on aura 9 cases où on peut donc placer les domaines d'activité stratégique. Et là, nous avons 3 possibilités de décision. Les domaines d'activité stratégique qui sont dans ces cases, généralement, se caractérisent par un attrait du marché moyen à élevé et une force compétitive faible et moyenne. Donc, sur cette zone, on va prendre en considération donc la croissance et l'investissement. On va développer par la suite, au fur et à mesure, dans notre explication. Deuxième possibilité, c'est par rapport aux domaines d'activité stratégique qui sont placés sur cette zone. Et là, on parle d'investissement sélectif. Et enfin, sur cette dimension, ce sont des domaines d'activité stratégique où l'entreprise va se désinvestir ou les abandonner. Voilà donc en détail, pour chaque position, donc nous avons 9 cases en fonction du score obtenu, à la fois des données internes et des données externes, qui renvoient à la force compétitive, la position concurrentielle ou les atouts de l'entreprise et l'attrait du marché. Et donc là, vous avez, en fonction de la position des domaines d'activité, les décisions à préconiser. Donc là, il s'agit de maintenir sa position. L'entreprise est là une forte compétitivité et le marché est très attractif. Donc, on va maintenir notre position. Pour les autres, nous avons une position moyenne avec un attrait élevé ou une position forte avec un attrait moyen. Généralement, il s'agit d'investir. Investir pour croître l'activité et investir sélectivement, c'est-à-dire en tenant compte de la contribution de chaque investissement à la croissance, l'attrait du marché. Pour le reste, ici, il s'agit d'un investissement sélectif. Rappelez-vous, l'investissement sélectif. En fonction de la position concurrentielle et de l'attrait, on va avoir 3 possibilités. Investir sélectivement, parce qu'il y a un attrait du marché, mais l'entreprise a une faible position concurrentielle, donc elle doit s'investir pour améliorer sa part de marché ou sa position. Ici, une rentabilité sélective, donc là, il faut s'investir toujours sélectivement, en fonction de la position du marché et de l'attrait. Et ici, il s'agit de protéger et se reconcentrer, parce que l'attrait il est faible malgré la position concurrentielle.
Le reste, généralement, pour ces trois, généralement, l'entreprise va se désinvestir ou parfois même abandonner ici quand il y a une faible position concurrentielle et un faible attrait du marché. Ici, expansion limitée aux récoltes, parce qu'il y a quand même un attrait moyen, mais malheureusement, la position est relativement faible. Donc là, c'est en fonction des données du marché, l'entreprise va décider en fonction de chaque domaine d'activité stratégique qui est positionné sur cette matrice. Généralement, sur les trois positions, généralement, l'entreprise va investir pour accroître ses capacités. Généralement, ici, c'est le statu quo, on va les maintenir. Donc, c'est un investissement sélectif. On va maintenir les domaines d'activité stratégique en fonction et on va suivre l'évolution de l'environnement. Et donc là, il s'agit soit de les exploiter, soit de les abandonner. Et généralement, ici, les entreprises vont décider de se désinvestir ou voire même abandonner les domaines sur lesquels il y a à la fois une faible position et un faible attrait du marché. D'où l'importance de cette matrice qui est relativement complémentaire par la matrice BCG, mais la différence, c'est qu'on a substitué des outils quantitatifs aux outils qualitatifs en mettant en valeur la méthode de scoring, à la fois des données internes pour mesurer les atouts de l'entreprise et des données externes qui sont propres à l'attrait du marché. Voilà l'explication détaillée. Donc, plus précisément, les stratégies générées correspondant à chacun des domaines d'activité stratégique sont représentés voilà, en fonction, comme vous voyez, la force compétitive, forte, moyenne ou faible, ou l'attrait du marché, fort, moyen et faible. Et pour chaque position, il y a des recommandations spécifiques. Voilà. Ici, par exemple, ce sont des domaines à développer à travers l'investissement et le maintien de leadership. Ici, vous avez des domaines d'activité stratégique que l'entreprise doit les développer de manière sélective, de manière à renforcer les atouts et garder à la croissance, taux de croissance, la contribution des projets d'investissement à la croissance. Ici, toujours l'investissement sélectif, investir pour développer les atouts ou se retirer, rechercher des niches où les compétences peuvent être acquises, rechercher éventuellement des alliances. Lorsque l'entreprise détient une faible part de marché, mais le marché est relativement attractif, porteur en termes de cash flow. De la même manière ici, pour le reste, développer sélectivement, sélectionner, désinvestir sélectivement, désinvestir. Donc pour chaque situation, vous allez positionner les domaines d'activité stratégique et là vous avez les recommandations en fonction de leur position. Donc là, développer sélectivement, donc maintenir des positions concurrentielles et éviter les investissements importants en fonction d'une force compétitive forte et d'un attrait moyen du marché. Ici, en tenant compte d'une force moyenne et d'un attrait moyen, donc là encore, il faut investir sélectivement de manière à se concentrer sur les segments à faible risque. Ici, il s'agit de désinvestir de manière sélective parce que l'entreprise a une faible force compétitive malgré l'attrait moyen du marché. Donc, limiter les investissements et rechercher éventuellement des niches à faible risque. Là, il s'agit de désinvestir complètement, faible part de marché, faible attrait. Donc, planifier des sessions et désinvestir à temps. Donc, abandonner systématiquement les domaines d'activité stratégique. Ici, nous avons un attrait faible, mais une part de marché moyenne. Donc là, il y a un retrait qui est progressif, abandonner les DAS les moins rentables et rendre flexibles les coûts fixes, de manière à maîtriser le reste des charges des structures. Et enfin, ici, vous avez une force compétitive forte et un attrait faible. Donc là, il s'agit de profiter des positions acquises et de ne pas investir parce que vous allez générer des cash flows grâce à votre position en tant que leader. D'où l'utilité de cette matrice qui permet de guider les choix de l'entreprise en fonction donc des deux paramètres qualitatifs calculés sur la base d'une notation agrégée de données internes et externes. Quels sont donc les avantages de la matrice McKinsey? Le processus nécessaire pour son élaboration implique une réflexion sur les facteurs de compétitivité et d'attrait des secteurs auxquels l'entreprise est confrontée. Donc, cette réflexion ne peut être que salutaire et fortement utile, par exemple, dans le cadre des séminaires d'une équipe de direction.
L'outil permet d'intégrer dans l'analyse les critères clés des secteurs étudiés sans se focaliser obligatoirement sur des variables quantitatives telles que la part de marché ou taux de croissance. Là, comme vous voyez, on a donc des données relativement diversifiées qui tiennent compte à la fois des capacités de l'organisation, mais également de son environnement. Et donc là, nous avons fait deux variables qualitatives composites, l'attrait du marché et les atouts de l'entreprise. L'inconvénient, c'est qu'il s'agit d'une méthode plus complexe à mettre en œuvre, notamment lors de la définition de critères et de leur pondération. Donc là, on renvoie au scoring et à la notation. Le choix des indicateurs et leur pondération n'est pas toujours facile. Donc c'est une méthode plus complexe à mettre en œuvre. Et la subjectivité de la pondération et de la notation. Parce que généralement, c'est les managers qui donnent donc une notation en fonction des paramètres des indicateurs à choisir. Mais en matière stratégique, mieux vaut une subjectivité portant sur des traits d'analyse élaborés en commun qu'un choix personnel non étayé faisant référence à la matrice BCG. Troisième matrice, c'est la matrice ADL, Arthur Little. C'est un cabinet aussi de conseil très connu en management stratégique et qui nous a offert aussi une troisième conception par rapport à l'analyse d'un portefeuille d'activités des grands groupes diversifiés. Et donc là, on tient compte de deux dimensions. La position concurrentielle qui est appréciée à partir des forces de l'entreprise par rapport aux facteurs clés de succès dans chaque domaine d'activité stratégique qu'elle détient. Et la maturité du métier qui est un indicateur qui permet d'apprécier l'attrait du secteur, son potentiel. Le concept de maturité du métier est une transposition au concept de cycle de vie de produit. Rappelez-vous le cycle de vie. C'est le lancement, la croissance, la maturité et le déclin. Donc, si on considère qu'un secteur passe par 4 phases, on va distinguer le démarrage de l'activité, la croissance de l'activité, la maturité de l'activité et le déclin. Et donc, la maturité des métiers dépend de la position du domaine d'activité stratégique ou des produits de l'entreprise en fonction de leur cycle de vie. Et à chacune des 4 phases, on aura donc des indicateurs spécifiques. Donc voilà comment on peut représenter la matrice. Donc vous avez deux critères, comme on vous a expliqué, la position concurrentielle et la maturité des métiers. La position concurrentielle est évaluée par rapport aux forces et aux facteurs clés de succès que l'entreprise détient par rapport à chaque domaine. Et la maturité renvoie au cycle de vie. C'est ce que vous avez ici. Vous avez le cycle de vie, démarrage, croissance, maturité, déclin. Et là, vous avez donc la position concurrentielle. D'une part, les risques concurrentiels que l'entreprise peut subir, marginal, défavorable, favorable, fort, dominant, et qui renvoie aussi au degré de rentabilité et au besoin de liquidité. Besoin de liquidité propre, bien entendu, à chaque domaine. Donc là, nous avons 5 propositions, ou 5 positions sont proposées par rapport à la position concurrentielle et qui sont déterminées à partir d'une évaluation multicritère effectuée par l'entreprise elle-même en adoptant la graduation suivante. Donc vous avez une position marginale, défavorable, favorable, forte ou dominante, en fonction donc des risques concurrentiels, du potentiel de rentabilité et des besoins financiers liés donc à chaque domaine d'activité stratégique. Ici, quand on a donc une position marginale, l'entreprise a des performances peu satisfaisantes et présente donc une faiblesse majeure. À court terme, l'entreprise a des chances de survivre, mais elle doit améliorer sa position pour avoir une chance de survivre à long terme. Et donc là, vous aurez les domaines où l'entreprise, au démarrage, elle va donc généralement avoir une position marginale qui se caractérise par une faible rentabilité, fort besoin d'investissement et par conséquent, il y a un fort déficit de liquidité parce qu'il s'agit généralement de démarrage et sur laquelle l'entreprise elle a une position marginale. Puis elle aura, au fur et à mesure de sa croissance, donc elle aura une position, on va dire défavorable, donc en fonction de son évolution. Défavorable, puis forte, plus dominante, comme vous voyez ici, en tenant compte de ces 3 critères. Le niveau de risque concurrentiel, le niveau de rentabilité dégagé par les activités et les besoins financiers liés
à l'évolution de son activité en fonction du cycle de vie, rappelez-vous. Donc, en position favorable, ici, comme vous voyez sur l'écran, l'entreprise a des performances suffisamment satisfaisantes pour continuer ses activités et avoir des chances moyennes de pouvoir maintenir sa position à long terme. Donc, progressivement, l'entreprise va pouvoir générer donc de la rentabilité en fonction de l'évolution de ses activités, mais elle reste quand même dans des situations coûte que coûte, parce que le risque concurrentiel est encore élevé, le potentiel de rentabilité est encore faible et les besoins financiers sont relativement importants pour pouvoir accompagner la croissance de l'entreprise. Et on passe donc ici, nous avons la position favorable de l'entreprise. Et donc, il s'agit de disposer d'atouts exploitables pour la conduite de certaines stratégies et avoir de bonnes chances de maintenir sa position à long terme. Et donc là, l'entreprise commence à s'accroître et par conséquent, elle va avoir moins de risques concurrentiels, plus de rentabilité et plus de liquidité. Et on passe donc à la position forte ici, où l'entreprise est capable de mener la politique de ses choix. Donc là, le risque concurrentiel est faible, le potentiel de rentabilité est important et la liquidité aussi est importante parce qu'il va dégager des ressources financières importantes. Et par la suite, la dernière position qui est le fait d'être dominant ou l'entreprise dominante, être capable de contrôler le comportement des concurrents et disposer du plus vaste choix d'options stratégiques. Donc, généralement, ici, il y a pratiquement très peu de risques concurrentiels, un fort potentiel de rentabilité. Donc là, ici, fort potentiel de rentabilité et de besoins financiers qui sont relativement faibles parce que l'entreprise génère des ressources financières et elle est même dans l'autofinancement. L'autofinancement pour répondre à ses besoins de liquidité ou de financement. D'où l'importance de cette matrice qui tient compte à la fois de la maturité par rapport au métier, en tenant compte du cycle de vie de chaque domaine d'activité stratégique et de la position concurrentielle. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué un peu plus en détail. Donc là, en termes de préconisation, donc là, vous avez les différentes positions concurrentielles, marginales, favorables, défavorables, favorables, fortes, dominantes, en fonction du cycle de vie de chaque domaine, démarrage, croissance, maturité, déclin. Et à partir de là, on va imputer les différents domaines d'activité stratégique en fonction de ces deux critères. Leur durée de vie, est-ce qu'ils sont au démarrage, en phase de croissance, maturité, déclin, et la position concurrentielle qui renvoie au degré du risque concurrentiel, au potentiel de rentabilité et aux besoins financiers qui peuvent varier en fonction de la position du domaine. Et là, vous avez donc l'ensemble des domaines d'activité stratégique imputés. Et pour chaque position, nous avons donc des considérations. Lorsque l'entreprise est en position marginale, cela signifie que la performance réalisée est très peu satisfaisante, donc elle a une faiblesse majeure, et qu'à court terme, l'entreprise a des chances de survivre, mais elle doit améliorer sa position pour avoir une chance à long terme. Quand elle est dans une position défavorable, donc la performance est encore suffisamment satisfaisante pour continuer les activités, et l'entreprise peut aussi avoir des chances moyennes pour maintenir sa position ou s'accroître. Quand elle est en position favorable, ça signifie que l'entreprise dispose d'atouts exploitables pour conduire certaines stratégies et elle a des chances pour maintenir sa position à long terme. Quand elle est en force de position forte, c'est-à-dire qu'elle est capable de mener la politique de son choix stratégique. Et quand on est dans des dimensions dominantes, cela signifie que l'entreprise est capable de contrôler le comportement des concurrents et de disposer de plus vastes choix d'options stratégiques. Et donc, c'est en fonction de la position des domaines, on va donc interpréter la position stratégique ou la position concurrentielle que l'entreprise détient sur chaque domaine pour pouvoir préconiser les choix en question. Et en parlant de choix, effectivement, la matrice ADL offre 4 perspectives en matière d'options stratégiques en fonction de la position
des domaines d'activité sur la matrice en question. Toujours, on a deux critères, la maturité du secteur et la position concurrentielle. Et donc, pour les domaines d'activité stratégique qui sont placés sur cette zone, généralement, l'entreprise va adopter une stratégie de développement naturel. Donc, elle va maintenir ses activités, elle va s'investir pour pouvoir accroître leur contribution à la croissance et à la position de l'entreprise. Lorsque les domaines d'activité stratégique sont placés dans cette zone, l'entreprise doit procéder à un développement sélectif, c'est-à-dire elle va sélectionner les projets d'investissement, les domaines d'activité stratégique en fonction de leur contribution à la croissance et à la consolidation de sa position stratégique. Lorsque les domaines sont classés sur cette zone blanche, il s'agit d'une réorientation. Donc, l'entreprise doit réorienter ses domaines d'activité stratégique en choisissant d'autres niches ou d'autres domaines qu'elle juge plus intéressants en termes des cash flows générés. Et enfin, si les domaines d'activité stratégique sont positionnés sur cette dimension, donc là, il s'agit d'abandonner, de désinvestir par rapport à ces produits. Enfin, donc, je vous ai préparé cet essai comparatif entre les trois modèles. Donc, pour le BCG, son point fort constitue donc l'instrumentalité du fait que ces deux variables sont facilement calculables par des méthodes scientifiques simples, taux de croissance et part de marché relative. Son point faible, c'est qu'elle se base sur un seul facteur clé de succès, c'est le coût matérialisé par la part de marché, parce qu'on est dans une logique de compétitivité par les prix, et par conséquent, c'est la maîtrise des coûts qui permet à l'entreprise de maintenir ou d'accroître sa position concurrentielle. Ces utilisateurs sont généralement les entreprises qui dégagent suffisamment de quantité de produits, donc qui ont ce qu'on appelle les activités de volume, donc qui produisent assez de quantité de produits. Pour la matrice ADL, donc son point fort renvoie donc au respect de la dynamique et de la diversité des structures concurrentielles de par sa première variable, et elle apporte un regard sur l'avenir de par sa seconde variable. Rappelez-vous, dans l'ADL, c'est la maturité par rapport à la position concurrentielle. Son point faible, c'est la subjectivité, parce que dans le choix de variables et l'évaluation, trop subjectif de par son manque de calcul strict pour sa première variable, notamment la position concurrentielle, parce que ça renvoie à la subjectivité. C'est une notation que le manager va réaliser. Donc là, on parle d'empirisme. C'est en fonction de la pratique de l'entreprise qu'on va évaluer, bien entendu, la variable relative à la position concurrentielle. Ces utilisateurs sont souvent les entreprises diversifiées qui peuvent avoir, grâce à cette matrice, l'avenir des secteurs sur lesquels elles travaillent, ce qui lui permet de réagir plus vite face à un secteur en prédiction et de le remplacer par ailleurs. Donc, généralement, ce sont les entreprises diversifiées ayant ce qu'on appelle les stratégies conglomérales, c'est-à-dire qui sont présentes sur plusieurs activités à la fois. Vous pouvez la trouver dans le secteur financier, l'agroalimentaire, la promotion immobilière, donc partout ailleurs, en fonction des cash flows dégagés par chaque activité, en fonction donc du potentiel du secteur. Et en dernier lieu, McKinsey, son point fort, McKinsey, est qu'il met en avant les objectifs de l'entreprise grâce donc à sa seconde variable. Donc, il met en avant donc, la différenciation. Son point faible réside dans la subjectivité encore, par le manque de calcul strict par rapport à ces variables. Donc là, on fait des grilles de tri d'activité. Et généralement, ce sont les entreprises à activités liées qui sont souvent utilisateurs de cette matrice et souhaitant tenir en compte essentiellement de leurs objectifs. Donc voilà, donc avant de terminer cette séance, je reviendrai sur les commentaires
pour pouvoir, bien entendu, voilà, donc en absence de commentaires, je vous souhaite une très bonne continuation. Donc là, comme vous voyez, je vous ai mis en relief les différentes matrices, la McKenzie avec les indicateurs, rappelez-vous. Au niveau de la matrice McKenzie, on a substitué le taux de croissance aux parts de marché relatives en intégrant des indicateurs beaucoup plus qualitatifs. Ici, donc, nous avons l'attrait du marché et la position concurrentielle, calculée par le scoring des données internes et externes. Là, vous avez la matrice McKenzie avec les trois possibilités selon la position des domaines d'activité stratégique, croissance et investissement, investissement sélectif, des investissements abondants. Voilà, en tenant compte à la fois de la force et de l'attrait. Là, les décisions, effectivement, c'est en fonction du positionnement. Investir pour cette zone, maintenir le statu quo et exploiter, abandonner pour le reste. Là, vous avez le détail de chaque option avec les recommandations. On a discuté les avantages et les inconvénients. On a passé à la matrice ADL qui tient compte de la position de la maturité du métier, voilà, en fonction euh, du cycle de vie. Donc là, vous avez la maturité du secteur en fonction du cycle de vie d'un secteur, démarrage, croissance, maturité, déclin, et les différentes positions que vous avez qui tient compte à la fois du risque concurrentiel, de la rentabilité et des besoins financiers associés à chaque domaine. Et là, vous avez les options stratégiques en fonction de la position des domaines, développement naturel, développement sélectif, réorientation et abondant. Et vers la fin, on a terminé par cet essai comparatif entre les trois modèles qui vont vous permettre d'utiliser ou de comprendre l'utilité de chaque matrice en fonction des caractéristiques de chaque entreprise. Donc voilà, sur ce, je termine cette séance. On se donne rendez-vous donc à la séance suivante.